Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour vivre la version 2015 du Tour cycliste international du Rwanda qui s'est déroulé du 15 au 22 novembre dernier. Et vous découvrirez peut-être le Rwanda tel que vous ne l'avez jamais vu. Bienvenue à tous à Kigali. Kigali, capitale du Rwanda, centre économique et administratif du pays. Kigali, ville en plein essor économique et ça se voit. Il y a beaucoup de chantiers et ils sont de tailles différentes parce qu'il y a une demande, ça c'est sûr. Il y a une demande en termes d'espace pour le logement et pour le commercial aussi. Et puis il y a aussi une croissance de la ville en termes de la population et qui crée aussi une autre demande. Et un peu plus de 1 million d'âmes vivent ici. Il y a des phases. On ne veut pas avoir une croissance de la ville de façon désordonnée et éparpillée. Toujours, ce souci, il y a ce besoin de faire une ville plus compacte. C'est plus favorable aux affaires aussi, à l'environnement des affaires. Déclarée par l'ONU Habitat en 2008 meilleure capitale africaine, modèle de développement, la croissance réelle du PIB a dépassé les 7% en 2015. Ville propre, les sacs en plastique sont interdits ici, comme dans tout le pays depuis 2006. Oui, c'est important parce que là, ça contribue au développement durable. Avoir un environnement sain, avoir une ville agréable et une ville propre, tout ça, c'est la volonté du leadership et c'est la volonté aussi, on a vu, de la population de la ville de Kigali qui a créé ça et qui participe à la réalisation de cela. Et c'est pour notre bien. Un peu plus de 20 ans après le génocide, le Rwanda peut être considéré comme un exemple de développement réussi sur le continent africain. Nous sommes bien à Kigali pour vous faire vivre le tour du Rwanda avec un autre regard tel que vous ne l'avez jamais vu. Mais d'abord, démarrons avec un résumé de la course. La première journée de cette 7e édition du Tour cycliste international du Rwanda a démarré fort. Après le départ donné par la ministre rwandaise des Sports, Julienne Uwacu, pour certains coureurs comme Ayoub Gaturima, c'est la galère. Chute sur une chaussée mouillée. Mais le Kenyan repart. Équipés, dernier cri, les Rwandais, à l'instar de Jean Bosco Nsengimana, vont vite, voire très vite. Le Rwandais bat le record du parcours, 3 minutes 52 secondes. Et puis, drôle d'histoire pour Meron Techom, l'Érythréen est attendu et n'arrive pas pour prendre le départ. Du coup, Balaz Daïsenga se prépare. Et là, l'Érythréen apparaît, complètement bouleversé et en pleurs. Une panne mécanique lui empêche de produire son effort. Et du coup, il roule au ralenti. Balaz Daïsenga, dernier à partir, le rattrape. Et le double. Celui qui a remporté le Tour l'an dernier réalise aussi un excellent temps, 3 minutes 55 secondes. Les Rwandais font 1, 2 et 3 avec le record du parcours et Jean Bosco Nsengimana est en jaune. La première étape, Niagatare-Rwamagana, voit donc des Rwandais en position de force prendre le départ. Les 3 équipes rwandaises ne laissent aucune chance aux échappés de partir. Ils gèrent la course et la mènent. Et c'est un peloton groupé qui arrive à Rwamagana. Et c'est au sprint massif que Mekseb de Bézé remporte cette étape. Joie entre les Érythréens de l'équipe Bike Aid. La deuxième étape est partie de Kigali et toujours un Jean Bosco Nsengimana en jaune et des dizaines de centaines de Rwandais au rendez-vous sur les bords des routes. Et des Rwandais toujours aux avant-postes. Une journée difficile pour quelques coureurs qui chutent. Josh Kabek de Bike Aid se relève difficilement mais repart. Et le Rwandais Ephrem Touichi Mimre, très touché, souffre. Mais le Rwandais réussit courageusement à repartir. Et comme un pied de nez à cette tragédie, c'est l'un de ses coéquipiers, Emile Bintounimana, qui sort du peloton.
attaque et remporte au sprint cette deuxième étape. Les Rwandais, décidément très forts. C'est au milieu d'une foule immense qu'a démarré la troisième étape Kigali Musanze avec un maillot jaune toujours facile et qui a décidé ce matin de prendre ses responsabilités. Jean Bosco Nsengimana montre qu'il est un bon grimpeur mais également un excellent descendeur. Le maillot jaune rwandais tue la course et part seul. Victoire à Musanze, acclamée par des dizaines de milliers de supporters. Musanze-Nyanza, nouvelle journée, quatrième étape. Les Érythréens peuvent-ils venir à bout de ces solides Rwandais? La réponse au bout de 166 km, l'étape la plus longue de cette 7e édition. Les Rwandais continuent de mener la course. Le maillot jaune, toujours aussi facile. Et des supporters encore au rendez-vous pour acclamer les coureurs qui sont toujours ensemble groupés à l'approche de Nyanza. Arrivée groupée, sprint massif avec un Mekseb Debesay qui a pris quelques mètres d'avance et remporte cette étape. La deuxième pour l'Érythréen de Bike Aid. Au bout de 4 étapes, Jean Bosco Nsengimana toujours en jaune à 1 minute 07 du deuxième. Muhanga Rubavu, une 5e étape qui démarre avec la chute de 2 coureurs, un Kenyan et un Érythréen. L'Érythréen Aaron Debretsion abandonne. Le Kenyan, lui, repart. Après quelques minutes d'arrêt, la course est relancée. Après la longue étape d'hier, place à l'économie, mais pas pour le meilleur grimpeur. Emmanuel Gebretz-Gabier a décidé de remporter tout les cols. Et pour d'autres, l'objectif est ailleurs. Protéger le maillot jaune pour les Rwandais et remporter cette étape. Et c'est ce que réussit Meron Techom. Le maillot jaune est deuxième. Et une nouvelle chute vient refermer cette étape. Patrick Bouikisenge et Mekseb Debesay. Le solide érythréen de Bike Aid repart. Et après les premiers soins, le jeune Rwandais Bouikisenge repart également. Les 2 coureurs bénéficient du même temps que le peloton à l'arrivée. La 6e étape, sans doute la plus difficile de cette 7e édition. L'étape reine avec une côte pavée de 500 mètres. Une étape que voulait absolument remporter Jean Bosco Nsengimana qui défie ce mur, encouragé par des dizaines de milliers de Rwandais en liesse. Ce matin-là, les Rwandais réalisent un véritable coup de force car ils sont 5 devant. Une côte pavée qui fait grincer des dents et fait réaliser à de nombreux coureurs que là, ça va être très très difficile. Des images rares, beaucoup de coureurs descendent de leur vélo, nous pouvons assurer cette côte. Et même les amoureux de la montagne jettent l'éponge. Le meilleur grimpeur, Emmanuel Gebretz-Gabier, pousse lui aussi son vélo. Et devant, c'est une toute autre histoire. Jean Bosco Nsengimana, épuisé, arrive en triomphe à Kigali. Une avant-dernière étape qui aura définitivement scellé la suprématie des Rwandais.
Le drapeau rwandais flotte près du soleil pour la dernière étape du Tour. Cela présagerait-il que Jean Bosco Nsengimana restera en jaune après l'arrivée? La réponse au bout de 10 passages sur la ligne. Et très vite, la pluie s'invite sur le Tour. Tout se passe dans la dernière montée où l'Érythréen Metkel Eyob lance une attaque fulgurante. À l'arrivée, c'est dans l'effervescence que tous attendent qui va sortir le premier. 4 hommes arrivent en tête en sprint, le maillot jaune est là. Mais c'est Metkel Eyob qui remporte cette dernière étape. Véritable joie dans le camp érythréen. Mais le héros du jour, c'est lui. Avec la victoire de Jean Bosco Nsengimana, c'est la deuxième fois d'affilée que les Rwandais remportent leur tour. Et même la pluie ne pourra gâcher ce moment. Au classement général, les 3 premiers sont des Rwandais. Son goût, son parfum, son odeur ont peut-être déjà traversé les frontières rwandaises pour débarquer dans vos cuisines. Découvrons ce breuvage rwandais parmi les meilleurs du monde. Le café rwandais est devenu au fil des années une véritable source de revenus aussi bien pour l'État que pour les producteurs. Nous avons ici des machines en 3 catégories. La première machine, c'est le tenir de corse de café. La deuxième machine, c'est à trier le café, c'est les tailles. Et la troisième machine, c'est à faire le nettoyage. Mais avant le nettoyage, il y a la récolte qui se déroule de février à mai. Puis tout est stocké pendant plusieurs mois. Une fois arrivé à l'usine, on passe au déparchage, c'est-à-dire laver puis retirer les écorces avant que les trieurs prennent la main. On a 520 personnes qui travaillent ici. Donc on a 420 femmes qui trient les cafés verts. Ils enlèvent les cafés endommagés par les insectes ou bien quelque chose qui sont mélangés dans ces cafés. Bon, la différence entre le bon grain et le mauvais grain, c'est que si vous voyez la couleur, le mauvais grain est tout à fait noir, le bon grain est bien clair. En général, les cafés abîmés sont à peu près à 15%. Bon, les bons grains, ils les mettent dans des sacs et les mauvais grains dans d'autres sacs parce que même qu'ils soient mauvais, ils ont un prix bon. Chaque année, le Rwanda produit 1200 tonnes de matières premières de café, ensuite transformées en 840 tonnes environ de café vert, qui sont pour la plupart dédiées à l'exportation. Le Rwanda fait partie des pays qui ont décidé de faire d'une priorité la protection d'espèces animales menacées dont l'habitat l'est également. Regardons comment. Turakomeza pour trouver les chimpanzés. Donc il y a diverses approches que nous utilisons. D'abord, il faut les localiser, il faut les attendre jusqu'au soir. Les chimpanzés ne peuvent pas passer toute la journée sans manger. Donc c'est pourquoi les traqueurs aussi les localisent, où se trouvent les arbres dont les chimpanzés aiment manger. L'arbre est là. Tu vois les oiseaux, ces oiseaux-là. Tu les vois? Ici, dans leur communauté, ici, ils sont autour de 30. Donc, comme les fruits sont trop petits, comme vous voyez là-bas, donc ils ont besoin de manger donc, une grande quantité de fruits. Les fruits ne sont pas gros comme les avocats, donc ils ont besoin assez d'état de collecter tous les fruits et
pour qu'ils puissent rassasier pendant la journée. Dans la forêt, ça peut vivre jusqu'à 50-53 ans. Ils ne sont pas en voie de disparition, mais ils sont menacés parce que leur habitat est vraiment menacé par la population. Parce que là, beaucoup des aires protégées que nous avons au Rwanda sont entourées par beaucoup de populations. Parce qu'elles ont décidé de prendre leur vie en main, parce que le travail de la terre n'est pas toujours suffisant. Ces femmes ont décidé de faire de leur métier un symbole du Rwanda. Allons à la rencontre de ces femmes courageuses et passionnées. Afin de boucler convenablement les fins de mois, ces femmes se sont regroupées en coopérative avec comme domaine de prédilection le tissage d'un des symboles du Rwanda. Nous sommes 70 femmes à travailler ici pour la fabrication des paniers. Nous partageons les tâches. Moi, je confectionne des plateaux, les autres les paniers avec de la matière d'Ugunda. La plupart de nos créations sont vendues ici. Nous avons une boutique qui ne vend que nos produits. Environ 20 à 25% partent à l'étranger, comme en Belgique, en Suisse, en France. Nous sommes fiers de montrer notre savoir-faire à l'étranger. C'est un métier que j'adore car il y a une part de création unique dans chacun des paniers. Il n'y a pas de lassitude mais une envie de bien faire. Grâce à la coopérative qui leur achète la matière première et leur loue le local, ces femmes de la ville de Musanze sortent de l'isolement, s'émancipent mais surtout deviennent financièrement indépendantes en confectionnant ce qui est devenu aujourd'hui une référence mondiale du beau dans l'art de tisser, le panier rwandais. Ce lieu renferme en lui tout seul une partie de l'histoire du Rwanda. Visite guidée de cet endroit mythique où le temps semble s'être arrêté. C'est le roi Yuhi V Musinga. Il était le dernier roi qui a vécu dans les huttes traditionnelles jusqu'en 1931. Ici, c'est le palais royal. On a la hutte principale, là où on vivait les rois à l'époque. Ici, on a la partie du nord et la partie du sud. Cette place était réservée aux citoyens ordinaires. Ici, nous sommes dans le salon principal de l'époque. Cette salon était réservé aux gens importants de l'époque. Ici, c'est la chambre à coucher du roi et la reine. Et cette entrée était entrée du roi seulement. Reine n'était pas permise de passer par ici et rentrer par là derrière. Et la femme du roi a passé par là pour joindre le roi. Ici, on est à la hutte à lait parce que le lait était l'aliment principal du roi. Le lait est pur. Et le responsable du lait, il devait être une fille vierge. Près du palais royal, on a les vaches traditionnelles, vaches royales, vaches nobles, vaches sacrées aussi.
C'est ici à Rubavu que ces hommes embarquent aux aurores pour gagner leur vie sur l'un des lacs les plus grands du continent africain, le lac Kivu. La pêche fait partie intégrante des activités économiques au pays des 1000 collines. Et pour être efficace, beaucoup de Rwandais s'organisent en coopérative. Aujourd'hui, nous avons pêché plus de 350 kilos de poissons. Grâce à notre coopérative, nous espérons vendre tout aujourd'hui. Très peu pratiquée jusque dans les années 70, la pêche a connu un essor grâce au projet de développement de la pêche au lac Kivu, ce qui permet à de nombreuses familles d'en vivre. On vend le poisson environ 2000 francs rwandais le kilo, mais c'est un métier difficile. Nos hommes partent pêcher très tôt, puis nous devons trier les poissons avant de les vendre. Organisés en coopérative, les pêcheurs se partagent donc les embarcations et le butin. Les pêcheurs rwandais ont compris l'adage « l'union fait la force ». Nous sommes un équipage de 10 personnes pour l'ensemble de l'embarcation. Cela nous permet d'étendre le filet le plus loin possible, le but étant de faire un maximum de kilos de poissons. Un travail matinal qui n'est pas de tout repos, mais c'est toujours avec entrain qu'il faut se lever pour aller pêcher. Nous partons tous les matins à 5 heures, avec toujours la même bonne humeur. C'est un métier que j'aime et j'espère que mes enfants seront aussi des pêcheurs. Les revenus des pêches varient suivant les lacs. On estime qu'environ 40 000 Rwandais bénéficient directement de la pêche sur le lac Kivu. Posons-nous maintenant un peu avec ce duo de rappeurs rwandais. Ah oui, salut, moi c'est Passy, lui c'est Tracy, notre groupe s'appelle TNP. On aimait chanter quand on était petit. Lui, il s'inspirait des rappeurs américains, des rappeurs français. On chante de ce qui se passe dans notre société. Depuis qu'on était petit, il y a eu le génocide au Rwanda. Il faut se réconcilier. On fait qu'un. Il n'y a pas de Hutus, il n'y a pas de Tutsis, il n'y a pas de toi. Il faut se baser un peu sur ça pour que notre pays avance de l'avant. Ici, on est à Nyamirambo et on a eu un grand concert ici. Il y avait nous, il y avait beaucoup d'artistes rwandais. Il y avait beaucoup de monde, il y avait comme 10 000 personnes. La particularité de ce groupe, c'est qu'ils sont complémentaires. Au niveau de leur voix, au niveau de leur musique, au niveau de leur harmonie. Et ça, c'est un groupe vraiment unique. Il y a des fois qu'on lui propose, qu'on travaille ensemble, et il y a des fois que lui aussi il nous propose. On a des rêves de faire des concerts partout dans le monde, avoir beaucoup de fans partout dans le monde. Avec notre talent et parce qu'on croit en Dieu beaucoup, on prie beaucoup, on travaille pour arriver au sommet. Voilà, fin de cette incursion dans un Rwanda tel que vous ne l'avez jamais vu. Merci encore de votre fidélité. L'on se quitte avec les temps forts de cette 7e édition. À très vite sur TV5 Monde. Salut.